Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui je suis avec Karim Souchu, un des entraîneurs des équipes de France de basket 3-3. Bonjour Karim. Bonjour. Alors Karim, donc interview joueur et entraîneur, puisque tu as eu une petite carrière de joueur 3-3, une carrière avec une médaille d'argent, donc ce n'est pas rien. Et actuellement, donc un des entraîneurs de l'équipe de France avec Richard Bian, entre autres, et plein d'autres. Alors, sur cette première partie de la vidéo, on va un petit peu revenir sur ton parcours de joueur. Donc, tout d'abord, en termes de formation, en termes de parcours de joueur 5-5, quel est un petit peu ton parcours sur cette discipline? Ben, moi, sur le 5-5, j'ai fait ma formation à Dijon, à la JD à Dijon. Donc, je suis resté là-bas. Je suis arrivé en 95 et je suis parti en 2000. Donc, j'ai vraiment vécu mes premières années basket, purement basket là-bas, puisque quand je suis arrivé, je découvrais vraiment la discipline. Et après ça, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis 4 ans, à l'université de Furman. Ça s'est aussi bien passé. Et puis après, je suis revenu en 2003 en France, où j'ai pu intégrer l'Asvel. C'était mon premier gros contrat pro Mhm. et mon premier contrat tout court même. Et donc c'était une expérience aussi unique en termes de niveau de jeu, parce qu'on avait l'Euroleague à l'époque. On Mhm. était une des deux équipes françaises engagées en Euroleague. Et j'ai commencé donc ma carrière là-bas avec Philippe Hervé en coach. Et j'ai eu après la chance de jouer plus d'une dizaine d'années, 13 ans en pro. Donc j'ai fait pas mal de clubs en France et aussi à l'étranger. Et en 2012, j'ai eu l'occasion de faire du 3-3, donc pour les premiers championnats du monde qui avaient lieu en Grèce. Et donc, comme tu le disais, j'ai eu la chance de faire une médaille d'argent lors de ces championnats du monde. Alors, sur ton parcours universitaire américain, c'était quel niveau de la NCAA 1? Ou c'était. Ouais, NCAA, ouais, c'était une équipe de NCAA 1 qui a d'ailleurs très bien marché l'année dernière. C'était dans le top 25 une grande partie de la saison, D'accord. avec des joueurs de. D'ailleurs, je joué avec Mali Ndoye, qu'on connaît très bien en France. On a joué. Au niveau du 3-3, comment t'es arrivé en équipe de France de basket 3-3? Donc c'est en 2012, donc c'est vraiment le début du basket 3-3. Comment t'es contacté? Comment ça se fait que tu te retrouves à Athènes en 2012? Ben, en 2012, Richard Billon me contacte pour me demander voilà, si ça me brancherait d'éventuellement tenter l'aventure 3-3, avec au bout un championnat du monde. Donc il y avait une forme de concurrence aussi. Donc moi j'étais à l'époque, c'était intersaison, donc je me suis dit que c'était aussi une occasion de se préparer, de jouer. Et donc connaissant Richard aussi depuis l'équipe de France senior, parce que c'était l'assistant de Vincent Collet, il était là aussi avec Vincent D'accord. Collet. Donc je l'avais côtoyé comme ça, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés la première fois. Et donc bah, il m'a appelé, puis je me suis dit bon bah, on va y aller, on va tenter l'expérience. Et au final ça s'est bien passé. Alors donc sur le parcours, juste pour rappeler, donc c'est le premier championnat du monde. À cette époque, il y a trois catégories, les masculins, les Mhm, féminins et les mixtes. Donc la mhm. France, donc toi tu as fait que les masculins, t'as pas fait les mixtes de Et les mémoire. masculins, on avait tiré au sort en fait pour le Ah, mixte, savoir qui gagnait. Ouais, je te jure, on avait tiré au sort et du coup avec Jbam on s'est retrouvé à pas jouer le mixte. Et c'était Kevin et Meredith qui avaient été choisis. Puis après les filles, je sais pas comment elles avaient fait les filles entre elles, mais nous on avait fait comme ça. d'accord, donc les garçons sont vice-champions du monde, Mhm. perdu contre la Serbie, qui est à peu près la même équipe à un joueur près qu'actuellement. Ouais. Les filles, même chose. Vice-championne du monde, et le mixte, la France championne du monde, toujours en titre d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles Mhm. compétitions depuis 8 C'est ans. c'est vrai. Donc, quel est le meilleur souvenir, toi, sur cette compétition? Ah, l'ambiance, l'entente qu'on avait entre nous, aussi bien garçons que filles, on était vraiment un groupe soudé, quoi. Et comme c'était une première expérience, on avait pris ça au sérieux. On s'était préparé pendant un mois, je me rappelle. Donc c'est vrai que là maintenant aujourd'hui, on a des difficultés à avoir nos équipes aussi longtemps, mais en se préparant un mois, on avait vraiment fait une grosse préparation. On était arrivé affûté.
Et Ouais. puis ça avait payé, donc c'est non, belle expérience parce qu'en plus c'était grandiose. Il y avait beaucoup d'équipes, vraiment c'était très cosmopolite comme championnat du monde. Et il y avait vraiment c'était original quoi. Et on pouvait avoir des très très grosses stars de 5-5. Il y avait Garbarosa qui était là, qui est maintenant le président de la fédération Mhm. espagnole, qui a joué en NBA. Il y avait vraiment des grosses équipes et c'est les Serbes qui ont gagné ça chez les garçons. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis toujours avec Karim Souchu, entraîneur des équipes de France de basket 3-3, pour cette deuxième partie de vidéo où on va parler un petit peu de ses rôles et de ses missions en tant qu'entraîneur des équipes de France de basket 3-3, parce que de mémoire, tu ne dois pas avoir qu'une seule équipe en gestion, en tout cas, ça dépend les années. Ouais, ça dépend, mais c'est surtout maintenant sur les seniors hommes et femmes. On est deux avec Richard Bian. Mhm. Et donc avant, j'étais notamment sur les U23 avec mon collègue Yann Julien, mais maintenant je suis exclusivement vraiment sur les seniors. Ouais, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus d'équipes. Alors cette année, je crois qu'il y a les U17 qui apparaissent, les U21 de mémoire aussi. Mhm. Ouais. Justement, comment vous allez vous répartir les rôles là, avec les U17, U18? Qu'est-ce que ça change au niveau du calendrier? Bon, au niveau du calendrier, ça change pas grand-chose. C'est juste en termes de planification d'effectifs, surtout pour tout ce qui est staff. Parce que bon, les U17, c'est des U18, hein, on va voir. Donc eux auront la chance d'avoir un championnat d'Europe et les U18 auront un championnat du monde. Donc ça va permettre de rebasculer aussi des équipes. Et les U21, c'est un peu différent. C'est par rapport à la Nations League. Il y aura bon, la Nations League, c'est la compétition de référence pour les U23 à Mhm. l'heure actuelle. Avec notamment cette année, il va y avoir 18 équipes engagées, voire 24, peut-être même D'accord. 24. Et ce sera des conférences, donc la Western Conference, Eastern. Et le fait d'avoir une deuxième équipe constituée de U21, donc deux avantages, c'est que c'est vraiment des jeunes qui permettent après de rebasculer et de former les futurs seniors. Et c'est surtout que ça va ramener beaucoup de points, parce que c'est une compétition qui ramène énormément de points au ranking. Comme on sait, le 3-3 marche au ranking. Et donc, ça va permettre d'avoir vraiment un réservoir intéressant pour comment, les compétitions qui vont arriver très vite. Parce que je rappelle qu'il y a le championnat d'Europe 2021 qui sera en France, Mhm. sur le parvis de la Défense, le championnat d'Europe senior. Donc on va pouvoir vraiment avoir un réservoir de joueurs et de joueuses intéressants. Donc ça change, l'apparition de ces deux catégories, ça change rien, mais ça rajoute encore plus de concurrence, on va dire. Donc pour nous, c'est tout bénéfice. Ok. Pour nous, derrière, avoir des équipes de France compétitives et qui sont prêtes pour les événements qui arrivent. Donc nous, notre rôle, il est là. Après, c'est beaucoup de planification, parce que c'est surtout l'été. Pour le moment, on n'a pas encore la chance d'avoir des joueurs et des joueuses qui ne font que du 3-3, donc qui sont pros. Donc nous, on passe pas mal de temps à planifier ce qui va se passer l'été. Et alors que si on avait des joueurs professionnels, à partir du mois de janvier, il y a déjà des choses qui se passent, quoi. Donc on est de plus en plus en train de tendre vers ça. Mais donc avec Richard, on est quand même, on est très occupé. Ouais. La relation avec les entraîneurs des clubs, des présidents, etc., c'est vrai que ça doit prendre Ouais, ouais. énormément de temps. Bah, cette année, pour la première fois, on a fait le tour des clubs. Donc, on a vraiment pris du temps pour aller voir les clubs, les présidents, les joueurs, vraiment échanger avec eux, voir un peu, leur expliquer un peu le fonctionnement. Et je pense que c'est plutôt bénéfique, c'est positif parce que ça permet d'installer des relations. Et il y a vraiment des entraîneurs qui vont dans le sens du 3-3 et qui aiment bien avoir leurs joueurs et leurs joueuses. Aussi l'été, ça leur donne une visibilité, ils savent ce que leurs joueuses et leurs joueurs font, Mhm. et des compétitions, donc il y en a de plus en plus qui s'y intéressent. On a eu la chance d'accueillir le coach de Calais pour les filles là, qui est venu sur un rassemblement. Et franchement, non, c'est bien, je trouve que tout le monde est en train de se mettre un peu à la page du 3-3.
Alors justement, ça va faire une bonne transition. Est-ce que tu as été entraîneur de basket 5-5 ou est-ce que tu es entraîneur de basket 5-5 durant la saison? C'est ça que j'ai entraîné, notamment quand j'étais aux États-Unis, j'étais sur une prep school, mais Mhm. ça n'a rien à voir. C'était des jeunes, le niveau était vraiment différent. Là, on est vraiment sur le très haut niveau. Et après, sur le 5-5, ça m'est arrivé oui, de coacher. J'aimerais bien d'ailleurs un jour, pourquoi pas, prendre une équipe et voir un peu avec le passé que je peux avoir de joueur de 5-5, ça peut être intéressant de retransmettre un peu cette expérience. Justement, quelles sont pour toi les différences entre un entraîneur de 5-5 et de 3-3? Bah déjà, le 3-3, la spécificité, c'est qu'on a les deux genres. Donc, on a à la fois les garçons et les filles. Donc, on doit adapter notre coaching par rapport à ça. Après, il faut vraiment savoir s'adapter. Bah, quand je dis à la minute, c'est vraiment à la minute. Parce que comme déjà on joue en extérieur, donc on est vraiment tributaire des conditions météo. Mhm. Il y a ça. Après, le fait d'avoir un groupe réduit, donc tout de suite, il faut vraiment pas se planter sur la composition d'équipe, parce que si les joueurs entre eux, ils s'entendent pas trop, donc ça va se voir encore plus que sur du 5-5. Ah oui, forcément. Alors, justement, par rapport aux équipes de France, l'année dernière, ça a été une très belle année pour les équipes de France de basket 3-3. Quel bilan tu fais ou vous faites, vous, au niveau du staff de l'équipe de France sur cette année 2019? Bah, 2019, oui, c'est vrai que ça a été une année, une très très bonne année. On a réussi à faire le doublé, notamment avec les seniors chez les filles. On a été vice-champion d'Europe chez les garçons en seniors aussi. On a fait des résultats en U23, que ce soit les filles ou les garçons, ils ont réussi à se placer aussi. Les U18 ont eu des très bons résultats. Donc franchement, c'était une année, ouais, c'était une très bonne année. Et bon, c'est dommage un peu qu'on fructifie pas ça avec les événements actuels qui font qu'on est un peu coupé dans notre élan parce on devrait être à l'heure actuelle au TQO, par exemple. Mhm. Mais non, on a fait une année qui est référence. Je pense que ce sera dur de faire mieux parce qu'on a vraiment, je pense qu'on a quand même été performant. Mais après, ça montre aussi qu'on a des joueurs de qualité en France, donc les résultats sont possibles. Et après, ce qui est bien, c'est bah, que la concurrence arrive, quoi. C'est-à-dire que les U23, ils vont commencer à venir titiller les seniors, les U18 vont venir titiller les U23, et moi, c'est ce que je veux, c'est ça, c'est la concurrence dans le haut niveau, c'est exactement ça. C'est vrai qu'en filles, il y a, allez, on va peut-être exagérer un petit peu, mais il y a pratiquement 10 joueuses qui peuvent prétendre actuellement à jouer en équipe de France A. Bah, chez les filles, oui, on a 10 joueuses qui peuvent prétendre. Oui, on peut même dire ça. Mais moi, j'aime bien dire que chez les filles, si on compare au 5-5, on a une équipe de France à prime, quoi. À peu de choses près, on a l'équipe de France à prime féminine. Donc, c'est quand même là, je pense qu'au niveau des filles, on peut pas monter beaucoup plus haut en termes de niveau. Après, on peut se progresser encore dans les détails, vraiment dans l'expertise de la discipline, de la pratique. Mais en termes de niveau, on peut difficilement faire mieux en France actuellement. Après, la bonne surprise, c'était quand même les garçons au championnat d'Europe l'année dernière. Quand on voit Mhm. qu'ils ont commencé, alors je sais pas si tu y étais, mais à Porto Rico, là, dans les Antilles d'abord, pour finir, c'était Debrecen, je crois, l'année dernière, le championnat Ouais, d'Europe. ouais, c'est ça. Mhm. Donc en Hongrie, sur une médaille d'argent, c'est quand même un parcours incroyable. Ouais, en plus, c'est bien parce que c'est pareil, chez les garçons, il y avait un groupe de plus ou moins 8-9 joueurs qui pouvaient tous prétendre. Il y a des anciens comme Anthony Christophe qui est là depuis pratiquement le début, qui a été nous qualifié à Porto Rico avec Rémi Libo, Samy Girma, Raph Wilson. Ces 4 joueurs-là ont vraiment lancé l'été 3-3 pour les garçons puisqu'ils leur ont permis de se qualifier. On partait vraiment dans l'inconnu, mais on se disait qu'on pouvait faire quelque chose. Et au Master de Debrecen, donc c'était intéressant pour eux de se préparer. Et après ils sont arrivés sur la compétition, ils étaient affûtés, ils étaient bien, ils étaient prêts et puis ben ils ont fait vraiment vraiment un bon championnat d'Europe et ça passe pas à grand chose contre les Serbes encore en finale, Ouais. mais c'était vraiment ça se joue à pas grand chose. Donc c'était vraiment intéressant. Mais finalement, c'est peut-être pas le joueur qu'on attendait en face qui a fait la différence. Alors, j'ai perdu son nom, l'intérieur là, qui fait qu'il a 50 ans d'impression là physiquement. Ah oui, oui, Milojevic, je sais pas quoi, là, oui, Oui, je le le connaissais Serbe. pas. Mais après, ils sont intelligents parce que dans leur façon de jouer, ils s'adaptent par rapport à l'équipe contre laquelle ils tombent. Les Serbes ont vraiment des styles de jeu différents et ils ont tellement des joueurs forts individuellement, mais qui collectivement s'entendent à merveille puisqu'ils jouent ensemble depuis maintenant 8 ans. Mm. Donc c'est très compliqué de battre cette équipe, mais un jour on y arrivera, on le fera et je suis persuadé qu'on aura des titres majeurs avec les seniors masculins.
Merci Karim. Fin de cette deuxième partie de vidéo. On se retrouve dans une semaine avec la troisième et dernière partie de la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, je suis toujours avec Karim Souchu, entraîneur des équipes de France de basket 3-3. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie au niveau plutôt basé sur les entraînements. Alors Karim, puisque bon, il n'y a pas non plus énormément d'entraîneurs qui pratiquent le 3-3 au quotidien, ça doit se compter, on va dire, en petites dizaines de personnes en France. Toi, comment tu construis une séance de basket 3-3? Déjà, on essaie de voir par rapport à la période dans laquelle on est, c'est-à-dire si on est avant une compétition, pendant la compétition ou après. Nous, on aime bien déjà tout ce qui est séance assez courte mais intense, parce que c'est un peu ce qui se fait sur le 3-3. On a souvent tendance à comparer un peu avec les entraînements en termes d'intensité du rugby à 7, Ouais. parce que c'est des efforts courts, très violents, très intenses, mais qui se répètent. Et donc, on essaie d'inculquer ça dans nos séances, donc beaucoup de tirs, parce que l'importance du tir à 2 points au 3-3, c'est primordial. Et après, beaucoup de jeux, beaucoup de 1 contre 1, beaucoup de petites séances de jeu sur du 3-4 minutes non-stop, et après, on fait des petites pauses. Et donc, c'est vraiment au début sur l'intensité. Après, plus on s'approche de la compétition, on va vraiment rentrer dans les détails. Bon, on connaît, il y a les checks qui sont très importants, mais bon, on dit souvent que les matchs ne se gagnent pas vraiment sur les checks, ça se gagne vraiment sur les enchaînements, sur la capacité à répéter les efforts et à être frais en fin de match. Et donc, on est un peu plus comme ça à l'approche des compétitions, et en compète, on est vraiment sur du détail. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur l'intensité, sur les entraînements, mais vraiment, on fait beaucoup de vidéos, Ouais. énormément de vidéos, pour un peu sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, mais beaucoup plus sur nous-mêmes que sur les autres, parce qu'après, les joueurs, on les connaît à force, c'est plus ou moins les mêmes qu'on joue. Mais vraiment, si on peut partir dans l'expertise avec nos joueurs, c'est la vidéo qui nous permet de faire la différence. Sur, on va dire, comment tu construirais, toi, on va dire un entraîneur de basket 5-5 veut se lancer dans le 3-3 et donc veut l'intégrer dans sa saison de 5-5. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au niveau de la planification? Est-ce que ce serait une fois par mois, une fois par semaine, dans des cœurs de séance 5-5? Comment tu verrais les choses? Bah, minimum une fois par semaine, je pense que c'est pas mal. Nous, on a par exemple des exercices où on fait du 1 contre 1 pendant à peu près 5 minutes non-stop, où on a des groupes de à peu près 6-7 joueurs qui se relaient. Et disons que ça, l'impliquer dans une séance de 5-5, c'est tout à fait possible. Parce que souvent, moi j'ai le souvenir d'entraînement de 5-5 où le coach nous faisait faire du 1 contre 1 qui part de ligne de fond jusqu'à l'autre panier, sachant qu'il y a les aides en 5-5. Donc mais bon, c'est un peu à l'ancienne école. Mais je pense que du 1 contre 1 demi-terrain en partant de la ligne de fond, par exemple, avec différentes consignes, ça peut être notamment défensivement intéressant de faire travailler les joueurs sur ça. Parce que avant tout, c'est le basket, que ce soit 5-5 ou 3-3, c'est un sport de duel. Donc, toujours mettre cette notion de duel dans les entraînements, je trouve que c'est important. Euh, pour toi, quels sont bon, je sais pas, les 3, 4, 5 suivants, quels sont les fondamentaux individuels à travailler absolument pour être un bon joueur de 3-3? La polyvalence, pour moi, il faut être polyvalent. C'est-à-dire qu'un joueur de 3-3, que ce soit en attaque ou en défense, doit savoir tout faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de switch sur le 3-3. Donc, je vais parler défensivement. Un joueur de 3-3 doit être capable de à la fois défendre sur un petit et sur un grand. Ça paraît bateau, mais les situations sont vraiment comme ça au 3-3. Après, c'est pas vraiment une qualité physique, mais pour moi, il faut une intelligence de jeu vraiment qui soit là, quoi. Parce que là, ça va tellement vite, c'est 10 minutes ou 21 points. L'importance, comme je disais, l'importance des tirs à 2 points, savoir les défendre, savoir les prendre aussi en attaque, à bon escient. Je pense que c'est essentiel d'avoir un QI basket assez développé. Et après, au niveau qualité d'adresse, parce que l'adresse c'est tellement important au 3-3 qu'il faut quand même une qualité d'adresse. Généralement, les 4 joueurs peuvent tirer, parce que c'est une vraie plus-value vraiment pour nous. Et puis après, il faut avoir le cœur, quoi. Il faut avoir des joueurs vaillants, et surtout une notion d'explosivité et de répétition de l'effort. Là, par exemple, on a fait venir un joueur qui s'appelle Antoine Eto'o, qui est au Mans.
et qui a justement cette capacité à répéter les efforts de façon très intense et vraiment sur des périodes rapprochées. Et ça, plus ça va, plus c'est des joueurs comme ça qui vont être vraiment avantagés sur le 3-3, parce que c'est vraiment des efforts très violents. Et donc le cardio est une partie essentielle du 3-3. Alors, dernière question sur les éléments essentiels à travailler au niveau collectif ou pré-collectif, que ce soit dans le jeu à 2 ou forcément dans le jeu à Mhm. 3. Quels sont pour toi les 3 éléments indispensables à maîtriser? Tu parlais d'intelligence de jeu tout à l'heure. Alors les trois éléments à maîtriser, pour moi, c'est déjà le pick and roll, parce que le pick and roll, c'est une partie essentielle au niveau du 3-3, aussi bien sur l'attaque, c'est-à-dire l'attaquer d'une certaine façon où on va limiter les aides défensives, parce que déjà, il y a quand même deux joueurs en moins, et au niveau défensif, comment jouer, comment défendre le pick and roll. Donc ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Au niveau du 3-3, c'est vraiment l'un des atouts principaux à posséder. Après, le jeu de passe est très important, c'est-à-dire qu'il faut un jeu de passe relativement efficace. Souvent, on voit des joueurs qui se fatiguent à sortir le ballon en dribble, alors que par la passe, ça va beaucoup plus vite. Et en attaque, on se fatigue beaucoup moins si on fait des passes et des passes de qualité. Et notamment tout ce qui est backdoor, tout ce qui est ce qu'on appelle un peu le jeu de contre-attaque. Il faut aller vite, marquer des paniers sans se fatiguer. C'est un peu là où les Serbes sont excellents, par exemple. Et après, l'adresse, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le gros point, le gros point du 3-3. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as un mot à dire, je te laisse la parole là sur la dernière minute, sur les entraîneurs ou sur les joueurs qui sont intéressés par cette discipline ou autre, je sais pas. J'encourage vraiment les joueurs à se mettre de plus en plus à cette discipline et aussi à nous contacter parce qu'on a eu souvent des joueurs qui nous ont dit voilà, on aimerait bien venir sur les stages d'équipe de France, comment ça se passe? C'est pas fermé. Souvent, on accueille des joueurs qui nous ont sollicité. Et exemple en est, Anna Philippe, elle nous avait contacté il y a quelques années pour nous dire voilà, j'aimerais bien essayer, est-ce que je peux venir? On lui a dit bah écoute, pas de souci, tu peux venir. On l'a fait venir. Aujourd'hui, elle est dans le top 4 mondial. Donc je pense que c'est une discipline, c'est tout à fait différent du 5-5 et on est ouvert. Donc quand on est ouvert, il faut en profiter. C'est une belle expérience. Je pense que les gens ne regrettent pas généralement quand ils viennent nous voir. Oui, c'est vrai que moi qui suis depuis 4 ans, j'essaye tous les ans d'aller voir une équipe de France différente, que ce soit Mhm. les A, les U18, bah voilà, suivant mon planning et suivant les disponibilités, bah c'est vrai que c'est ouvert, on peut venir assez facilement, les entraîneurs, les joueurs sont assez également ouverts. Ce qui est marrant, c'est que le sélectionneur, Richard, il vous accueille avec le café, alors que je pense pas que dans le 5-5, Vincent Collet arrive avec le café dans les mains. Donc non, c'est une autre ambiance, c'est Ouais, c'est ça. une autre façon de voir le sport. Merci et continue le bon boulot pour le 3-3. C'est bien, c'est une bonne exposition et c'est bien. Il faut continuer à parler du 3-3, c'est bien.